Bonjour à tous, alors voici la petite introduction du bilan que je vous ai promis sur mon expérience de reproduction des Caridina multidentata ou crevettes japonica. C'est comme ça que je vais les appeler par la suite d'ailleurs. Donc j'ai voulu faire ce petit bilan sous forme de vidéo, je trouve que c'est toujours plus sympathique de visualiser les choses, surtout en tant qu'aquariophile, on aime bien voir. Donc voilà, donc pour commencer je voulais vous présenter rapidement mon bac principal, histoire qu'on fasse connaissance. Donc c'est un bac de 180 litres qui est relativement pas mal planté. Ce bac il contient des espèces qui sont tout à fait classiques. On a une vingtaine de cardinalis, un couple de ramirezi, un couple de colisachuna, quelques escargots et une dizaine de crevettes japonica. Donc moi je suis aquariophile depuis pas très très longtemps, ça fait à peu près une année, même si je m'intéressais déjà à l'aquariophilie avant. Mais ça fait à peu près une année que j'ai ce bac. Donc voilà, et je me suis lancé dans la reproduction des crevettes. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est une crevette qui est relativement difficile à reproduire, donc il y avait un petit challenge. Alors pourquoi relativement difficile? Parce que ben voilà, il y a un petit passage en eau salée, ce qui est du coup un peu plus complexe que des crevettes red cherry par exemple, même si je pense qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus difficiles à reproduire. Mais du coup, ce petit challenge voilà, qui m'a motivé pour faire l'expérience de reproduction de ces crevettes. Donc voilà, pour faire un bilan rapide de l'expérience que j'ai eue, donc en termes de rendement, il a été quand même assez faible. J'ai un rendement à peu près de 10%. Après, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi? Dans le sens où j'ai eu des crevettes, où j'ai réussi à avoir des crevettes au final. Pour moi, c'est réussi. Je voulais pas faire vraiment du rendement. Après, je pense qu'il y a certainement de meilleures conditions. Il y a beaucoup de choses à améliorer si on voulait vraiment faire de la production en quantité, quoi. Donc voilà. Donc je vais vous présenter maintenant tout ce que j'ai mis en place pour faire cette reproduction. Donc notamment les trois bacs que j'ai installés, donc, dont deux sont vraiment dédiés à la reproduction de mes crevettes. Et puis je vais vous présenter aussi tous les outillages, les astuces que j'ai mis en place, voilà, si ça peut vous aider. Et puis vous dire aussi les différents problèmes que j'ai rencontrés, même s'ils ne sont pas énormes, on en rencontre quand même quelques-uns. Donc je vous présenterai ça. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite les bacs dédiés à la reproduction. Voilà, donc le premier bac que je vous présente, c'est le bac de ponte. Donc c'est dans ce bac que je vais récupérer les crevettes grainées de mon bac principal. Donc comment se déroule une ponte de japonica? Je vais en parler rapidement parce que ce qu'il y a sur internet, globalement, c'est ce que j'ai constaté. Donc en fait, la crevette conserve ses œufs environ 4 semaines et ensuite les expulse par paquet de 20 à 30. Donc elle va expulser à la fois des œufs, mais majoritairement des larves directement. Il y a des œufs qui vont aussi se déposer sur le fond de l'aquarium et qui vont éclore par la suite. Donc en fait, on va voir sa crevette se vider progressivement sur 2-3 jours. Et puis on va voir des larves en suspension dans l'eau. Donc pour un œil qui n'est pas habitué, c'est vrai qu'il faut vraiment prêter attention. Donc au tout début, dès qu'on voit sa crevette se vider, il faut vraiment faire attention à ce qu'il y a dans l'eau pour repérer les larves. Après, quand on est habitué, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce bac? Alors, juste une petite mise en garde. Moi, ce que je conseille, c'est quand même d'avoir un bac cyclé. Ça, c'est important. La première reproduction que j'ai voulu faire, je me suis lancé comme ça, de but en blanc. J'ai récupéré des crevettes grainées, je les ai mises dans un bac que j'avais sous la main avec de l'eau de l'aquarium. Donc là, il faut être très vigilant aux montées d'ammoniac, aux montées de nitrite. Donc du coup, il faut être sûr qu'on est en fin de ponte et il faut faire vraiment, vraiment très, 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 très attention. Donc le mieux, c'est d'avoir un bac cyclé. Comme ça, on ne se préoccupe pas. Dès qu'on voit une crevette grainée, on la met dedans. Souvent les premières pontes en plus ne donnent rien parce que ben voilà, le temps qu'on ajuste nos paramètres, etc., qu'on découvre la reproduction de ces crevettes, ça permet quand même d'avoir un bac où on peut remettre de nouveau des crevettes qui sont grainées, récupérer de nouveau des larves, etc., quoi. Donc là mon bac il est cyclé et surtout il a exactement les mêmes paramètres que mon bac principal, c'est-à-dire les mêmes paramètres d'eau, mêmes paramètres de température, même durée d'éclairage. Ça me permet d'éviter à avoir acclimaté à chaque fois mes crevettes et je pense que c'est pas forcément très bon pardon, qu'elles fassent le yo-yo comme ça entre deux aquariums qui n'ont pas forcément les mêmes paramètres. Donc voilà tout ce que je peux dire sur cet aquarium. Alors après, euh,
une question que vous pouvez vous poser, c'est comment on récupère les larves, parce qu'elles sont vraiment très 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 petites. En fait, c'est très simple. Moi, comment je procède? Donc j'utilise un bocal comme celui-ci, type pot à confiture de grand-mère. Et puis avec ça, j'utilise un tuyau. Donc vous l'aurez compris, je siphonne en fait l'eau de l'aquarium, en faisant attention bien sûr d'attraper des larves, et que je siphonne donc dans ce bocal. Et ensuite, je filtre le contenu de ce bocal dans un tamis à Artemia pour récupérer uniquement les larves. Donc je filtre ça au-dessus de ce bac, comme ça je récupère l'eau. Et ensuite, je plonge directement ce tamis dans le bac de développement, le bac d'eau de mer, sans plus de précautions, sans acclimatation. Je fais comme il est préconisé sur Internet. Alors après, voilà, peut-être que mon rendement de 10% est dû entre autres à ça, au fait que je mette les larves directement comme ça dans le bac de développement. Donc peut-être que c'est un point à, à regarder si on veut faire une reproduction en grande quantité. Donc voilà ce que je peux dire sur ce bac. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une, une larve de crevette en sortie de ce bac. Et puis ensuite, je vais vous présenter mon bac de développement. Sur cette image, vous pouvez observer une vue au microscope d'une larve qui vient d'être expulsée de la mer. En fait, ce sont ce type de larves qu'on récupère dans le bac de ponte. Donc c'est vraiment au tout début de leur développement. Donc là, on est à un grossissement de x40 et on peut bien observer déjà une anatomie qui ressemble à une crevette. On voit bien la queue, le corps avec les pattes et puis les yeux. Donc là, on est vraiment au tout début du développement. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une vidéo, voilà. Comme ça, on a aussi une vue de larves vivantes. Donc là, on a un grossissement de x40, donc je vous laisse imaginer ce que c'est en réalité. Donc on peut voir qu'elles sont quand même très très vives. On voit bien quand même que la queue ressemble vraiment déjà à la queue d'une crevette. Donc elles se déplacent vraiment très rapidement. Et donc là, elles sont encore en eau douce. Donc on est vraiment au tout début du stade de développement. Donc ensuite, je vais les mettre dans le bac de développement où elles vont rester à peu près 20, 25, 30 jours avant de se transformer en crevettes. Donc maintenant, je vais vous présenter mon bac de développement. Donc voici le deuxième bac que j'utilise pour la reproduction de mes crevettes. Donc c'est le bac de développement. C'est le bac qui va recevoir les larves issues du bac de ponte. Et c'est là qu'elles vont se développer, grandir jusqu'à devenir des crevettes. Donc c'est un bac de 20 litres qui est équipé d'un chauffage, d'un bulleur, d'une lampe qui éclaire 12 heures par jour et d'un couvercle qui permet de limiter l'évaporation de l'eau et donc la fluctuation du taux de sel. Donc il y a trois choses auxquelles il faut faire attention, je dirais. La première, c'est la salinité, la deuxième, la nourriture, et la troisième, la température. Alors ce troisième point peut peut-être un peu vous étonner, mais c'est vrai que j'ai eu quelques soucis avec la température, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Donc pour ce qui est de la salinité, donc moi j'utilise une eau à 33 grammes de sel par litre, qui correspond au taux de sel dans l'eau de mer. Donc pourquoi? Parce que j'ai lu sur internet qu'il y avait beaucoup de reproductions qui réussissaient avec ce taux-là. On peut réussir aussi avec une eau saumâtre. Mais il y en a quand même pas mal qui réussissent avec une eau de mer. Donc voilà, si vous commencez, je vous conseillerais arbitrairement de commencer avec un taux équivalent à de l'eau de mer. Deuxième point, c'est la nourriture. Donc là, vous pouvez remarquer que l'eau est verte, c'est parce qu'elle est ensemencée avec une souche de phytoplancton. Donc celle que j'utilise, c'est la Dunaliella salina, c'est celle qui est recommandée un peu partout, notamment encore sur Internet. Je fais beaucoup référence à Internet, vous remarquerez, parce que j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, c'est la souche de Dunaliella salina que j'utilise. Alors, moi j'ai eu quelques soucis avec la nourriture en fait, parce que donc j'ai ensemencé mon bac, l'eau était très verte, et très rapidement, l'eau a commencé à s'éclaircir. Donc on pourrait penser que c'est dû uniquement aux larves, mais bon, là ce serait vraiment des larves qui mangent énormément. Donc voilà, donc j'ai décidé, au lieu de m'approvisionner régulièrement, j'ai décidé de faire ma propre production, chose que je n'ai pas réussi. Donc j'étais obligé à chaque fois de racheter des nouvelles souches. Et en me penchant sur la reproduction de ce phytoplancton, je me suis rendu compte que j'avais fait peut-être une erreur.
C'est-à-dire qu'en fait, au départ, comment je prélevais les larves dans mon bac de ponte? En fait, je n'utilisais pas le Tamiya Artemia comme je vous l'ai montré précédemment, mais je siphonnais l'eau directement dans le bocal, qu'ensuite je salais, et ensuite je versais le contenu du bocal dans le bac de développement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je prenais de l'eau du bac de ponte que je mettais dans le bac de développement. Alors le problème, c'est que cette eau, elle est contaminée avec des bactéries, avec du zooplancton qui est susceptible de s'attaquer au phytoplancton que j'avais mis dans mon bac de développement. Donc c'est certainement pour ça que ma souche régresse très rapidement dans mon bac de développement. Donc je vous conseillerais, si jamais vous vous lancez dans la reproduction des crevettes, de faire un bac de développement à base d'eau osmosée uniquement et d'utiliser un Tamiya Artemia pour récupérer les larves dans le bac de ponte. Très important. Le troisième point, c'est la température. Alors, c'est vrai que sur Internet, on voit qu'on a souvent, il est noté qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de la température. Alors, le problème, c'est que moi, la reproduction, je l'ai commencé en hiver. L'hiver, il fait froid. Chez moi, la température est régulée à 19 degrés le jour, 17 degrés la nuit. Donc, ce sont des températures qui sont quand même inférieures aux températures idéales pour des crevettes. Et puis, je me suis rendu compte très vite, en introduisant des larves dans mon bac de développement, qu'elles périssaient, qu'elles disparaissaient, qu'elles ne grossissaient pas du tout, elles disparaissaient tout simplement. Donc le seul paramètre qui était susceptible de ne pas être très très bon, c'était la température. Donc j'ai mis un chauffage et à partir de là, ça a réglé mon problème. Donc mes crevettes ont grossi, sont développées, enfin mes larves ont grossi, sont développées, sont devenues des crevettes. Bon, toujours avec un rendement de 10%, mais en tout cas j'ai réussi à avoir des crevettes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les différents problèmes que j'avais rencontrés à cette étape-là. Ensuite, alors, comment distinguer les larves des crevettes? Vous pouvez lire sur Internet, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les larves nagent entre deux eaux, la tête en bas, et elles sont lentes. Alors que les crevettes, elles, sont toujours soit sur le sol, soit sur les vitres, ou un support, le chauffage, le tuyau du bulleur, n'importe quoi. Et elles se déplacent très rapidement. Donc pour les prélever, c'est plus compliqué que dans le bac de ponte. Donc pour prélever les crevettes, on conseille d'utiliser une pipette. Donc moi j'en avais pas et puis j'ai fait mon outillage. Donc en fait voici l'outillage que j'ai fait. C'est tout simplement un tuyau. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a une bande adhésive au milieu. En fait c'est un tuyau que j'ai coupé en deux et que j'ai rassemblé à l'aide d'un autre petit tuyau de diamètre plus petit. J'ai utilisé également un bas de collant pour faire filtre et éviter d'aspirer n'importe quelle saleté qui pouvait provenir du bac et notamment la crevette aussi. Donc voilà, parce qu'en fait comment je l'utilise, d'un côté j'approche le tuyau au plus près de la crevette et de l'autre côté j'aspire avec la bouche d'un coup sec. Donc je pourrais avaler de l'eau, bon quand on voit la tronche de l'eau on n'a pas trop envie d'en avaler, hein, on est d'accord, donc moi non plus, mais bon j'ai un tuyau qui est quand même très long et j'ai pas besoin d'aspirer autant d'eau pour aspirer la crevette, quoi. Et ça fonctionne très très bien pour les prélevés. Ensuite, bien sûr, mais voilà, je mets la crevette, le contenu du tuyau là-dedans. Je rajoute un petit peu d'eau salée. Et puis ensuite, eh bien, je dessale ma crevette en prenant soin de la mettre dans un bain-marie de ma confection aussi, parce que j'essaie toujours de garder une continuité thermique. Je rappelle que j'ai fait ma reproduction pendant l'hiver. Donc c'est important. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Rien de spécial. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo comme j'ai fait précédemment avec le bac de ponte. Une petite vidéo d'une larve issue de ce bac-là. Une larve qui est à peu près au milieu, fin de sa croissance. Et puis ensuite, je vais vous présenter voilà, le bain-marie que j'ai mis en place, puis mon bac de croissance. Voilà, à tout de suite. Voilà donc une larve que j'ai prélevée dans mon bac de développement. Donc je suis exactement au même grossissement que les larves que vous avez observées tout à l'heure en sortie du bac de ponte. Donc on peut constater quand même qu'elle est beaucoup plus grosse. On peut remarquer aussi qu'elle a une couleur orangée. Donc ça c'est dû à l'ingestion de la souche de phytoplancton, la Dunaliella salina. Donc à ce stade, c'est pas la peine de les prélever pour commencer un dessalage, elles ne survivraient pas. Donc bon, on voit qu'elle est assez active, je pense qu'elle devrait se transformer en crevette dans pas trop longtemps. Maintenant, je vais vous présenter une comparaison, hein, à l'aide d'une autre vidéo, une comparaison entre une larve et une crevette en sortie du bac de développement. Ici, vous pouvez observer une larve et une crevette. Alors la larve, c'est celle que vous avez vue sur la vidéo juste avant. La crevette, je l'ai prélevée il y a à peu près 4-5 jours, c'est pour ça qu'elle est assez imposante par rapport à la larve.
Alors là, elles sont dans un récipient de 2 cm de côté, comme ça vous pouvez vous faire une idée. Elles sont encore en eau salée. Donc on peut voir que c'est des comportements complètement différents. La crevette occupe vraiment tout l'espace, elle se déplace très rapidement et vers l'avant, alors que la larve, elle reste toujours cantonnée dans un coin et se déplace vraiment avec difficulté. Alors au début de leur transformation, les crevettes sont encore un petit peu orange comme la larve. Aujourd'hui, la crevette, je l'ai dans un bocal qui est au bain-marie, que je vais vous présenter maintenant. Donc vous avez là un petit bijou de technologie. C'est mon petit bain-marie que j'ai confectionné moi-même. Donc qui permet de garder les crevettes qui viennent d'être extraites du bac de développement à une température de 24 degrés. Donc à la même température que mon bac de développement. Donc il est constitué des moyens du bord. J'ai utilisé un seau avec une passoire tout simplement qui est raccordée avec des élastiques afin que la passoire ne tombe pas de côté dans le seau. Le seau est plein d'eau. Il y a un chauffage et une pompe de brassage afin d'homogénéiser le tout. Donc dedans vous pouvez voir 2 bocaux. Alors il y a un bocal qui contient les crevettes qui vont être dessalées et un bocal qui contient de l'eau douce qui est l'eau que je vais utiliser pour dessaler le bocal à crevettes. En fait cette eau provient de l'aquarium de croissance dans lequel elles vont être après une fois qu'elles auront été dessalées. Donc voilà. Alors pour le dessalage, il faut faire assez attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les dessaler trop vite. Alors, sur internet, il est préconisé de les dessaler environ sur 5 jours. Pour ma part, 2 jours et demi, 3 jours, c'est suffisant. Donc ce que je fais, c'est que je prélève donc ma crevette dans mon bac de développement. Et ensuite, à chaque fois, je dilue à 50%. Donc je suis à 33 grammes par litre à peu près dans mon bac de développement. Mettons que je prélève ma crevette le matin, donc tout de suite je la passe à environ 16 grammes par litre. Le soir en rentrant, je la passe à 8 grammes. Le lendemain matin, après la nuit, à 4. Le soir à 2. Donc là, sur 2 jours, elle arrive à peu près à 2 grammes par litre. À 2 grammes par litre, je pense qu'on doit déjà pouvoir la mettre directement dans de l'eau douce. Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse baigner après dans l'aquarium de croissance. Donc toujours dans un récipient. Et là, je mets une grande quantité d'eau afin de rendre le taux de sel négligeable. Et ensuite, je la laisse voguer dans l'aquarium de croissance. Donc globalement, voilà, je prends à peu près 2 jours, 2 jours et demi, voire 3 jours pour faire le dessalage. En règle générale, j'attends d'avoir quand même quelques crevettes avant de commencer le dessalage. Une, c'est pas suffisant, quoi. J'attends d'en avoir 3-4 dans un bocal pour commencer le dessalage. Donc voilà, bon, ça globalement ça se passe très bien, si on va pas trop vite ça se passe très très bien. J'ai jamais eu de problème, sauf au début parce que voilà, aussi un problème de température, mais pas de dessalage trop rapide. Donc maintenant je vais vous présenter le dernier bac, qui est le bac de croissance. Et puis ensuite ce sera terminé. Voilà le dernier bac, c'est le bac de croissance. Donc c'est ce bac qui va recevoir les crevettes qui auront été dessalées. Et c'est dans ce bac qu'elles vont grandir. Donc c'est un aquarium de 60 litres qui est pas mal planté, qui est équipé d'un chauffage et d'une pompe. Alors c'est une pompe qui est utilisée uniquement en pompe de brassage, il n'y a pas de masse filtrante. Et d'un éclairage qui éclaire environ 10 heures par jour. Donc c'est un bac à ne pas négliger, j'en ai fait les frais l'été dernier lors de la première reproduction que j'ai tentée. En fait j'avais pas de bac de croissance. Donc lorsque j'ai dessalé mes crevettes, je les ai récupérées dans un petit bac en plastique que j'ai trouvé au dernier moment. Donc un bac qui n'était pas du tout cyclé. Donc c'est très difficile de nourrir des crevettes dans un bac pareil parce que voilà, j'ai eu des montées de nitrite, des montées d'ammoniac, donc ça a été fatal pour mes crevettes. Donc ça a été un gros échec. Du coup là cette fois-ci j'ai fait vraiment attention à avoir un bac qui pouvait recevoir des crevettes. Donc un bac que j'ai préparé longtemps à l'avance et dans lequel j'ai introduit des red cherry qui se sont reproduits à tire-larigot. Et maintenant, dedans, donc j'ai une cinquantaine de red cherry et j'ai également une trentaine de petites japonica. Donc voilà, on arrive à la fin du petit bilan que je vous avais promis. Pour conclure, je vais vous donner
5 petits conseils que j'aurais aimé avoir, ou en tout cas les 5 conseils que je suivrais si je devais aujourd'hui me relancer dans une reproduction de Japonica. Donc le premier, je dirais que c'est avoir de l'espace. Ça a l'air con comme ça, mais en fait, c'est vrai que ces aquariums, ça prend quand même beaucoup de place. Moi, j'ai pas un appartement immense, donc avoir un peu plus d'espace, ça aurait été pas mal. Le deuxième point, je dirais que c'est préparer tous les bacs à l'avance. Le bac de ponte, le bac développement et le bac de croissance, ça c'est important. Alors après, vous pouvez utiliser aussi le bac de ponte comme bac aussi de croissance. Bon, moi, de toute façon, je voulais un autre bac de 60 litres, donc je l'ai utilisé comme bac de croissance. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un seul bac pour faire bac de ponte et bac de croissance. Le tout, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit cyclé. Ça, c'est important. Ensuite, le troisième point, c'est utiliser de l'eau osmosée pour préparer son bac de développement. Et surtout ne pas introduire d'eau d'un aquarium quelconque, afin d'éviter voilà, de polluer le milieu. Le quatrième point, ce serait de faire sa propre souche de Dunaliella. Ça, c'est pour une question de coût. C'est vrai que s'approvisionner à chaque fois en Dunaliella, c'est quand même coûteux. Donc en avoir sur place, c'est quand même bien pouvoir les reproduire soi-même. Et enfin, le dernier point, c'est la température. C'est un point très important en hiver. En été, c'est pas la peine de s'en préoccuper de toute façon. Mais en hiver, c'est quand même un point important. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu, que ça vous a donné envie de vous lancer dans cette reproduction. Et n'hésitez pas à poser des questions.